Bonjour. Bonjour, je vous propose de commencer. Voilà, je vous présente Philippe, qui est responsable de la RSE à la Direction régionale de Pôle emploi, qui compte 37 agences en Bretagne. Bonjour. Et moi, je vous présente Anthony Geland. Il est directeur de l'agence Pôle emploi de Rennes-Est, une agence de 95 personnes. Et donc, eh bien, écoutez, je vais vous demander un petit service au début. Ne lui dites pas que c'est un acteur de la RSE parce qu'il ne le sait pas vraiment. Il est directeur de cette structure. Comme tous les pôles emploi, il accompagne des demandeurs d'emploi qui cherchent un emploi, des entreprises qui ont des besoins de recrutement. Et a priori, tout cela n'est pas de la RSE. Quoique, à bien y regarder, les objectifs de développement durable qui ont été présentés déjà dans certains ateliers aujourd'hui, on voit qu'il y en a certains qui parlent un petit peu plus que d'autres sur notre champ de compétences, celui qui est le nôtre en tout cas. On trouve notamment l'objectif de développement durable 1 sur la pauvreté, celui sur l'éducation tout au long de la vie, l'ODD 4, ainsi que le 8 qui lui traite de l'emploi décent. Et jusqu'à preuve du contraire, malheureusement, l'absence d'emploi crée de la pauvreté. Alors, avec Anthony, nous avons une conviction. Cette conviction, c'est que nous savons que le capital humain, on l'a vu aujourd'hui dans Social Change, est au cœur des stratégies RSE. Eh bien, le pari que l'on fait, c'est que cette attention du capital humain, elle commence alors même que le candidat n'est pas encore salarié. Elle commence avant que la personne entre dans l'entreprise en tant que salarié. Elle commence dès le recrutement. Et comme le pointait une étude BPI Le Lab datant de 2018, la RSE est un levier de recrutement insoupçonné. On vit qui plus est une situation inédite, notamment en Bretagne, on le verra, on aura une présentation du marché du travail qui entraîne une raréfaction des compétences disponibles. Et on pense, avec Anthony, que c'est une véritable opportunité pour favoriser, plus à cette période qu'à d'autres peut-être, le retour à l'emploi de tout le monde. Une possibilité aussi pour, si certains d'entre vous sont en charge de la RSE, eh bien d'enrichir par là même votre RSE. Alors, premier levier, booster l'attractivité grâce à la RSE. Des recrutements réussis, vous en avez eu, il n'est pas question ici de faire du greenwashing et de médiatiser des recrutements réussis. Non, l'idée c'est plutôt de soigner l'expérience candidat. Alors prenons cette photo. Donc, on a vraisemblablement une situation d'entretien d'embauche. Alors on a peut-être 2 recruteurs et une candidate ou 2 candidats et une recruteuse. Mais en tout état de cause, le jeu, c'est que tout le monde ne peut pas être pris. Ça, c'est certain. Ça, c'est la règle. On ne la remet pas en cause. Par contre, la personne alors celle qui sera recrutée sera très contente. Celle qui ne sera pas recrutée, elle aura une expérience candidat. Et le premier élément qui nous semble important, c'est de soigner son expérience candidat. Que le candidat qui ne sera pas retenu puisse être porteur de quelque chose de positif. S'il ne s'est pas senti accueilli, s'il ne s'est pas senti écouté et respecté, son expérience du recrutement et de cet entretien va être négative. Il va parler en mal de cet entretien, de votre entreprise. Peut-être même va-t-il ne pas postuler sur un autre poste. On est en situation de tension, on le verra. Donc il y a peut-être un autre poste qui lui aurait convenu. Pire, une fois revenu chez lui, il va en parler autour de lui. Il va peut-être faire partir ou éloigner de votre entreprise des clients potentiels ou d'autres candidats. Et puis, avec la force des réseaux sociaux, tout à chacun aujourd'hui est un influenceur. Alors, revenons à la photo. Les gens semblent être jeunes. On parle beaucoup de génération. Donc là, il y a vraisemblablement pas une génération X, dont moi je fais partie. On est plutôt sur des générations Y ou Z, voire des millénials, qui sont nés entre 90 et 2000. Et ces générations, eh bien, ils ont en commun le why, c'est-à-dire ils ne se contentent plus de la première image que peut donner une entreprise, y compris dans ses campagnes de publicité. Ce qu'ils souhaitent, c'est voir ce qu'il y a derrière. Vraiment ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est vraiment dans un engagement RSE et sociétal qui est le sien, qui est propre à son engagement à elle. On l'a vu dans la frise qui est en bas,
je crois qu'il y avait un élément disant que 58% des personnes vont examiner la RSE de leur entreprise, sur la frise qui est juste à côté du bar. Eh bien oui, ce sont des générations qui, plus que d'autres, vont examiner ce critère. En introduction de la journée ce matin, Emery Jacquia de la CAMIF nous disait que les jeunes ne veulent plus aller dans une entreprise qui ne s'engage pas. Ça, c'est incontestablement un effet de masse. Et aujourd'hui, 62% des jeunes vont à leur tour recruter d'une certaine manière leur employeur sur la base de sa performance environnementale. C'est plus sa performance environnementale devant, parfois, enfin, sauf s'il y a des différences énormes, mais devant les conditions de rémunération. Donc vraiment, quand vous recrutez, vous travaillez sur votre marque employeur et vous permettez comme ça certainement à votre entreprise d'avoir moins de difficultés en recrutement. Alors, ensuite, nous allons, merci Anthony, on aurait pu travailler sur d'autres leviers de la RSE. La RSE, d'une manière générale, elle enrichit votre recrutement. Le recrutement responsable vous permet d'insérer des personnes en situation de recherche d'emploi, on va le voir. On aurait pu aussi faire quelques rappels, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait avec Anthony. Vous êtes certainement une entreprise accueillante, vous recrutez certainement, vous accueillez des jeunes stagiaires de 3e. Eh bien, est-ce que vous savez que vous pouvez aussi accueillir, pour montrer vos métiers, pour donner envie d'eux, accueillir quelques jours, là pas 3 jours comme c'est le cas en 3e, mais là carrément jusqu'à 10 jours, vous pouvez accueillir un demandeur d'emploi dans votre entreprise gratuitement, enfin sur une convention, pour lui montrer les métiers. Ça s'appelle, alors on est un petit peu des spécialistes de l'acronymie, on va essayer de ne pas l'être aujourd'hui avec vous, avec Anthony, mais ça s'appelle une période de mise en situation professionnelle, une PMSMP. Mais on peut également, grâce à ces formules ou d'autres, accueillir et rassembler votre stratégie RSE de votre stratégie handicap. Juste une petite info, le 18 novembre prochain, l'opération Duo Days, qui est l'occasion d'accueillir des personnes handicapées ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans votre entreprise. L'achat responsable, alors c'était Madame Chenel, tutoriel de ce midi, qui nous parlait de l'achat responsable. Si vous êtes titulaire d'un marché public, vous aurez vraisemblablement, enfin vous aurez une clause d'insertion. Une clause d'insertion si vous êtes acheteur public ou si vous y participez en tant que prestataire, eh bien c'est l'occasion de recruter une personne sans emploi, éloignée ou pas du marché du travail, avec parfois des conditions bien évidemment, mais c'est aussi d'une certaine manière une manière d'enrichir votre capital humain et donc ainsi de suite également votre RSE. Enfin, on trouve également tout un panel de mesures, d'aides et mesures qui sont les aides et mesures pour recruter les personnes éloignées du marché de l'emploi. Elles figureront dans un petit document qu'on vous remettra et qu'on vous invitera à photographier à la fin de ce tutoriel. Mais revenons à l'image de tout à l'heure. Nous avions des personnes dont on se demandait qui était le candidat, qui était le recruteur. Eh bien, peut-être que l'un d'entre eux va se lever et dire, eh bien, écoutez, on vous rappellera à la fin de l'entretien, et que cette personne, on va s'apercevoir comme dans un spot d'il y a quelques années, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, quoique vous n'êtes pas de génération X. Elle avait plus de 10 ans, cette pub. C'était à la fin de l'entretien, les personnes disaient, on vous rappellera, et la personne qui serrait la main, c'était le recruteur. C'était le candidat, et dans la salle il y avait tout un tas de personnes qui étaient des chefs d'entreprise qui proposaient des emplois. Voilà, une petite anecdote. Et donc on va voir, Anthony, que la situation actuelle du marché du travail breton s'y prête énormément, et que là on va essayer de voir dans quelle situation du marché du travail nous nous trouvons. Anthony, c'est à toi. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc 3 chiffres statistiques importants pour bien comprendre la situation. 6,5%, c'est le taux de chômage breton. Dernière publication, c'est le plus faible taux de chômage en France, devant nos amis Pays de la Loire. Mais c'est effectivement, alors on parle du proche emploi, on n'en est pas du tout en situation de plein emploi, mais 6,5%, c'est un taux historiquement bas. L'Ille-et-Vilaine, c'est 5,9% le taux de chômage. La Bretagne, on est autour de 6,5%. Donc vous voyez, c'est très tendu. 139 000 intentions de recrutement qui sont faites par des entreprises bretonnes qui nous ont déclaré pouvoir recruter en 2021. Dans les faits, on constate que ça va être bien plus, puisque la dynamique de recrutement s'est beaucoup accélérée ces derniers mois, et particulièrement même ces dernières semaines. 55,3%, c'est les estimations des entreprises qui nous déclarent avoir des intentions de recrutement et qui estiment qu'il y a aujourd'hui plus d'une offre sur 2 qui est compliquée à satisfaire. Alors Anthony, je précise parce que la liste
8 postes sur 10 sont peu qualifiés. Alors, agent d'entretien, aide à domicile, ouvrier de l'agroalimentaire, employé polyvalent de cuisine, manutentionnaire, conducteur routier, ouvrier non qualifié du bâtiment. Les métiers de la santé également, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. Bref, beaucoup de métiers sont concernés. Mais pour toi, pourquoi cette constante, Anthony? Pourquoi on trouve ces tensions sur le recrutement? Évidemment, les raisons sont multifactorielles. Moi, je vous propose de parler tout de suite des sujets qui fâchent. C'est les refus d'emploi. Oui, certains demandeurs d'emploi refusent des emplois. Il y a des refus qui sont justifiés et d'autres moins. Pour les refus qui sont non justifiés, les services de l'emploi appliqueront une réglementation. Ces situations, contrairement à ce que parfois nous pouvons entendre, sont minoritaires. Je n'ai pas dit marginales, j'ai dit minoritaires. En tout cas, n'expliquent pas la totalité des difficultés de recrutement que vous, employeurs, vous pouvez rencontrer. Le deuxième facteur beaucoup plus important, c'est un déficit d'attractivité de certains métiers, de certaines filières, principalement lié à des conditions de travail proposées. Vous connaissez tous le problème de l'hôtellerie-restauration. On travaille le week-end, ça n'attire pas. Les métiers des services aux personnes, agents d'entretien, essentiellement des offres à temps partiel, ça n'attire pas. Donc voilà, ça c'est un gros sujet, et un sujet qui se travaille aussi en entreprise. Comment on propose des conditions de travail, au sens large, meilleures à nos futurs salariés. La troisième raison, c'est tout simplement un manque de candidats formés ou qualifiés. J'ai besoin de chauffeurs poids lourds, je n'ai pas mon permis poids lourd, je ne peux pas exercer le métier. Donc voilà, c'est autour de ces sujets-là qu'il faut absolument travailler. Donc recruter autrement, repenser, réinventer. Recruter responsable, tout à fait. Recruter responsable, repenser ses recrutements, ça veut dire qu'il faut reprendre tout à la base, j'allais dire. Donc aujourd'hui, nous, on a choisi de vous présenter deux outils, deux dispositifs très simples, facilement mobilisables, qui vont plutôt agir sur ma capacité à aller détecter des potentiels de compétences. Il faut absolument que nous nous détachions de la notion de métier. Elle est beaucoup trop restrictive. Ça fait des années, alors pour un peu plus les professionnels, qu'on fonctionne au ROM métier. Donc on a été formaté sur ces sujets-là. Aujourd'hui, l'enjeu, il est beaucoup plus d'aller chercher des compétences dans d'autres métiers et de les transférer sur là où il y a des besoins. Alors comme vous l'avez compris, Anthony, c'est un directeur d'agence, c'est l'homme de terrain, et on va porter le flash sur des cas concrets, des cas réels que va nous présenter maintenant Anthony, sur deux grands ensembles. Le premier, alors on a parlé d'acronymie tout de suite. D'accord, ok. Le premier, c'est la méthode de recrutement par simulation. Excusez-nous d'avance si on parle de MRS. Anthony, c'est quoi? Déjà, c'est une vieille méthode, puisqu'elle a une vingtaine d'années. Elle a été inventée par des Limougeot. Et en gros, elle cherche à repérer, à détecter des potentiels, des aptitudes, des compétences chez des candidats pour un métier, mais pour ces candidats qui n'ont jamais exercé, qui n'ont ni expérience ni formation dans ce métier. Alors comment ça se passe? Alors, on va l'illustrer tout à l'heure à travers un exemple, mais en gros, les candidats passent toute une batterie de tests, et s'ils réussissent ces tests, ils passent ce qu'on appelle un entretien de motivation avec le recruteur. Entretien de motivation qui sera essentiellement basé sur deux choses. J'essaye, moi, de repérer chez le candidat, la personne qui postule dans mon entreprise, des habiletés ou des capacités qui vont me donner quelques garanties que la personne saura à terme occuper le poste de travail que je lui propose. Une illustration, on a une photo. Alors, je vais prendre un exemple. Nous avons été contactés par une entreprise, un grand groupe industriel, qui recherchait des opérateurs en micro-soudure. L'obtention d'un nouveau marché, il y avait un délai maximum d'1 mois pour recruter 15 personnes en micro-soudure. C'est une entreprise qui est sur un bassin d'emploi déjà très fortement tendu au niveau main-d'œuvre, et donc il était évident que les profils n'existaient pas sur le territoire. Donc nous avons décidé d'expérimenter cette méthode de recrutement par simulation. Donc comment ça se passe? Très simple. Avec l'entreprise, on va construire des exercices. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on va aller observer un poste de travail et l'entreprise va nous dire, moi, pour occuper ce poste, il faut avoir quelques aptitudes. Alors là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, l'employeur voulait absolument que les candidats, enfin en tout cas tester chez les candidats une aptitude à la dextérité manuelle, puisque faire de la micro-soudure, ça en nécessite, de la méticulosité, et que les futurs candidats puissent appliquer des consignes de travail et lire des plans. Voilà, ça c'était ces 4 critères. On lui demande de définir 4 critères qu'il lui estime indispensables. On construit des exercices avec lui et on va les tester en entreprise. C'est-à-dire qu'on propose à un salarié qui occupe le poste de passer ces tests pour que lui nous dise si oui ou non ça correspond à ses gestes métiers. Donc quelque part, c'est le salarié en entreprise qui valide les exercices qu'on va faire. Une fois que ces exercices sont faits, nous, on ouvre une session de recrutement. Alors session de recrutement sur libre inscription. C'est-à-dire que les personnes qui souhaitent passer l'exercice passent les exercices.
On ne leur demande pas ni CV ni lettre de motivation. L'idée étant de proposer à une personne de s'exercer, de se tester sur des exercices. On ouvre 40 places maximum pour 15 postes. Pourquoi? On ne souhaite pas recréer des phénomènes de concurrence entre les candidats. Donc généralement, 15 postes multipliés par 2,5, c'est à peu près le nombre de places qu'on propose. Donc 40 candidats. L'entreprise étant assez attractive, on n'a aucun problème à avoir 40 personnes qui se sont positionnées pour passer ces exercices. 25 ont réussi les exercices, soit à peu près 60%. C'est dans la norme, c'est-à-dire que quand les exercices sont bien faits, bien construits avec l'entreprise, on est à peu près à ce taux de réussite, 60%. Sur les 25 qui ont réussi des exercices, passer donc cet entretien de motivation, on ne repart pas sur un entretien d'embauche classique. C'est des entretiens qui durent 20 minutes. Le recruteur est là pour déceler la motivation, mais aussi les habiletés, et donc va plutôt enquêter sur ces sujets-là. Sur les 25, 15 se sont vus proposer un recrutement à l'issue des entretiens de motivation. À l'occasion de ce recrutement réalisé avec succès, 2 petites anecdotes. Anecdote importante. Sur ce même bassin d'emploi, quelques mois auparavant, il y avait une entreprise de maroquinerie qui avait dû procéder à des licenciements économiques. Et donc, essentiellement, des personnes seniors, ouvrières, couturières en maroquinerie. Ces personnes ne s'étaient pas spontanément positionnées sur les exercices, considérant, et puis formatées comme ça aussi, je n'ai jamais fait de soudure, je ne peux pas prétendre à postuler sur ces offres. On les incitait à le faire. Eh bien, ces personnes, il y a 9 personnes qui l'ont fait, 8 ont obtenu les exercices, ont réussi les exercices, et 7 se sont vus proposer une embauche. Donc c'est évidemment la population qui a eu les meilleurs taux de réussite. C'était absolument... alors on n'était pas surpris, puisque finalement, ce qui était testé, c'était de la méticulosité. Et quand on est ouvrière, couturière en maroquinerie, il en faut de la méticulosité, de la dextérité. Mais elle ne s'était pas autorisée à aller passer ces exercices. Et puis on a poussé un peu l'expérience un peu plus loin. Sur les 7 personnes qui ont été recrutées, on a anonymisé leur CV. Et on les a soumis à la DRH, en disant, honnêtement, qui vous auriez convoqué sur un entretien si on était passé sur un processus assez classique, CV, lettre de motivation. La DRH a reconnu elle-même que sur les 7, au mieux, 2 personnes auraient été convoquées à un premier entretien. Donc ça veut vraiment dire que c'est une méthode qui va permettre à l'entreprise, d'élargir sa source de candidats, et donc ses futurs potentiels de recruter, et donc d'atténuer les difficultés de recrutement qu'on peut connaître. Donc ça, en soi, c'est quelque chose, c'est une méthode assez puissante à ce niveau-là. Et puis, pour les candidats recrutés, eh bien, quand vous les interrogez, les demandeurs d'emploi ont parfaitement conscience que oui, il y a un processus sélectif, quand on participe à une embauche, ça c'est normal. Par contre, avec ce type de méthode, ils ont vraiment le sentiment aussi d'être sélectionnés sur des critères beaucoup plus objectifs qu'un CV et une lettre de motivation. Ils ont passé des exercices, ils les ont eus, ils les ont pas ils ont eu ou ils ne les ont pas obtenus, mais peu importe. En tout cas, ils ont été sélectionnés sur quelque chose d'objectif. Ce sentiment que je qualifie moi de positif se répercute, y compris quand on est recruté. Une étude récente de la Direction générale de Pôle emploi nous disait que quand les gens sont recrutés par ce type de méthode, ils sont plus fidèles à l'entreprise qui les a recrutés. Merci Anthony. On a ce qu'il faut retenir ici. Il nous reste 4 minutes, donc on va passer au second exemple. Donc on a des atouts incontestables. L'autre dispositif, c'est aussi que recruter autrement, parfois n'est pas suffisant et qu'il faut passer par la case formation, donc toujours l'acronymie. Donc on va vous présenter des dispositifs de formation rapidement, mais ça peut s'appeler l'action de formation préalable ou la préparation opérationnelle à l'embauche. Anthony, c'est fait pour qui ces mesures? Alors, j'allais dire peu importe les noms. Mais en tout cas, aujourd'hui, il existe des dispositifs de formation qui vont vous permettre, vous, employeurs, de former vos futurs salariés. Donc de vous former des demandeurs d'emploi qui seront vos futurs salariés. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 demandeurs d'emploi sur 3 qui ont un niveau bac plus 1 maximum. Et là aussi, contrairement à ce que parfois on peut entendre, il n'y a pas une résistance de principe des demandeurs d'emploi, les moins formés, de se former justement. C'est plutôt des appréhensions par rapport aux dispositifs d'apprentissage qu'on va leur proposer. En résumé, on entend souvent « moi je ne veux pas retourner à l'école ». Donc c'est trop long, c'est trop théorique, et il n'y a pas la garantie d'emploi derrière. Donc c'est bien à nous, on a bien une responsabilité collective de proposer, d'imaginer, de proposer des dispositifs de formation qui vont prévoir des modalités d'apprentissage beaucoup plus ce qu'on appelle expérientielles, c'est-à-dire le apprendre en faisant. Donc des dispositifs de formation qui vont se passer essentiellement dans l'entreprise et sur le futur poste de travail. En quelques mots, ça se passe comment? Alors on va prendre, là aussi, on va l'illustrer avec une histoire. Donc je vous présente Catherine, la dame en rouge, et Julie, l'autre dame.
Donc Catherine, 52 ans, éducatrice spécialisée. Julie, 37 ans, auxiliaire de vie. Toutes les deux ont un souhait fort de reconversion professionnelle, plutôt vers des métiers manuels. Par contre, elles nous disent toutes les deux, j'ai pas envie de retourner à l'école. Ça, c'est des choses qu'on entend, c'est notre quotidien, ça. Donc, très bien, elles habitent dans des communes en proximité de Rennes. Je vous présente Stéphane, qui est patron d'une grande entreprise, en développement, on va dire, parce que l'entreprise, elle est petite, c'est une TPE, et qui est spécialisée dans l'aménagement de fourgons. Et Stéphane a une entreprise qui est en pleine croissance, mais des grosses difficultés de recrutement qui vont même jusqu'à remettre en cause son potentiel de développement. Et oui, la formation d'aménageur fourgon, ça n'existe pas. Il y a Julie et Catherine qui ont fait une candidature dans cette entreprise. Alors, elles nous ont dit pourquoi. Elles nous ont dit parce que l'entreprise, c'est pas loin de chez moi, parce que ça, c'est des critères importants. Et puis, la boîte a une bonne réputation. Bon. Stéphane, lui, il est prêt à tenter le coup. Hein. Donc, de toute façon, il a des grosses difficultés de recrutement. Donc, il dit, moi, j'ai des gens qui se proposent, pourquoi pas. Donc, la première chose dont on convient, c'est d'une période d'immersion dans l'entreprise. On fait très rapidement une petite convention. Et cette période-là va essentiellement servir, à confirmer qu'on a envie de s'engager respectivement. Et 2, commencer à définir ce qu'on appelle un plan de formation individualisé. En gros, 400 heures pour ces deux personnes, 400 heures dans l'entreprise. Et on intègre juste le passage de licence soudure, puisque le métier nécessite, d'ailleurs le titre de Ouest France le dit, et métallier soudeur, Catherine et Julie ont choisi. Donc on intègre le passage de formation soudure. Pendant ce temps-là, lui, Stéphane, au sein de son entreprise, il va essayer d'aller capter des salariés qui seraient prêts à s'impliquer, à faire du tutorat et du doublon avec ces personnes. Il en trouve 2 assez facilement, assez motivés, j'allais dire, à l'idée de voir du renfort arriver. L'entreprise qui est en tension à ce niveau-là. Donc tutorat, doublon. Pendant ces 400 heures, c'est la petite entreprise qui se transforme en centre de formation éphémère. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire que, sans que ce soit une infrastructure trop importante, c'est juste assurer les conditions minimum que les personnes, quand elles vont dans l'entreprise, elles vont développer de la compétence. Donc finalement, ce type de méthode, c'est un deal que l'employeur passe avec son futur salarié. Moi, je ne dis jamais de demandeur d'emploi. Quand on est dans cette situation-là, on est des futurs salariés. Et donc, on va lui dire, l'employeur va dire à la personne, moi, je vais t'assurer un accompagnement en interne dans l'entreprise pour que tu puisses développer ce qu'on appelle un premier niveau d'opérationnalité sur le poste. Par contre, à l'issue de cette formation, je te recrute. Et la personne va dire, OK, moi je fais l'effort de me former, je dis bien l'effort, parce que c'est à chaque fois un effort, pour combler toute ou une partie des compétences qui me manquent aujourd'hui, mais à l'issue, vous me recrutez. Donc on a une forme d'engagement moral, et si les deux parties sont d'accord, on y va. Et donc des dispositifs qui permettent, en quelques mots, en résumé. Alors, juste, nous, on vous fera, la personne, c'est important à préciser, est indemnisée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à la charge de l'entreprise. Elle a une rémunération en tant que stagiaire. On va apporter des conseils, des appuis sur le plan de formation. Et on va être très facilitateur en termes de démarches administratives. Je sais que c'est quelque chose qui est attendu. Ça se fait vite et ça se fait bien. Pour la petite anecdote, Catherine est aujourd'hui, et les deux d'ailleurs sont toujours en poste. Il y a eu emploi durable, puisqu'il s'avère que c'était des modalités d'apprentissage à toutes les deux qui leur convenaient plutôt bien. Et donc l'entreprise a proposé, à l'issue de cette formation de 400 heures, un recrutement. Le passage des licences soudure, ça a un coût évidemment pour l'entreprise. Tout est pris en charge par Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on indemnise l'entreprise de tout l'investissement qu'elle met pour former ses futurs salariés, comme si on indemnisait un centre de formation. Et puis, finalement, de proposer une embauche, c'est presque quelque chose de naturel, puisqu'il faut savoir que ce type de dispositif, 85% des cas, ça débouche par une embauche durable. C'est, et de loin, pour ceux qui sont un peu de la partie, les meilleurs taux de reclassement, tout dispositif de formation confondu. Puisqu'on est dans les chiffres, Anthony, les deux dispositifs, la méthode de recrutement par simulation et les actions de formation préalables en entreprise, c'est quel volume en Bretagne sur une année, sur une région comme la Bretagne pour ces mesures? Alors la méthode de recrutement par simulation, c'est environ 1000 recrutements par an qui sont effectués par ce biais-là, donc c'est pas rien. Et le recrutement par des dispositifs de formation qu'on vient de vous présenter, c'est 4000 recrutements en région Bretagne. Donc moi, si vous êtes recruteur, je vous invite vraiment à vous pencher sur ces dispositifs-là, qui vont être des leviers assez puissants pour atténuer ces difficultés de recrutement. Par contre, ça a été dit lors de la précédente intervention, ça nécessite que tout le monde sorte un peu de sa zone de confort et fasse autrement, recrute autrement. Donc merci Anthony, ce sont des dispositifs qui vraiment, plus que jamais actuellement, permettent d'examiner et d'insérer des profils
que l'entreprise n'intégrerait pas forcément si le contexte économique et social de la Bretagne n'était pas celui-là. Donc voilà, donc nous allons terminer cette intervention. On ne peut pas quitter quand même, on ne peut pas parler recrutement responsable sans parler 2 mots de la mobilité. Ça sera notre conclusion. Nous avons eu ce matin sur un atelier, un cas d'école, peut-être certaines personnes y ont participé, avec Lucie Dobroise, la question de la mobilité. Et elle a dit que la mobilité était un élément majeur de la fidélité en entreprise. Juste vous dire que nous avons, Pôle emploi est classiquement connu pour avoir des aides à la mobilité. On peut passer son permis de conduire en partie financé avec Pôle emploi. Mais ce sont des leviers qui vont connaître une actualité particulière dans les semaines qui viennent, puisque désormais, une personne en recherche d'emploi pourra bénéficier d'un bilan diagnostic mobilité fait par un conseiller en mobilité. Ça arrive, ça se déploie en ce moment dans tous les pôles emploi de France. Et nous avons également des aides à la mobilité résidentielle, où là, il va y avoir des expérimentations dans le Morbihan, dans le Finistère, qui vont consister à déplacer toute la cellule familiale, parce qu'on sait qu'il est souvent difficile de quitter une région pour une autre tout seul. Donc un demandeur d'emploi sur 5 considère que la mobilité, c'est un élément géographique majeur pour choisir son futur emploi. Et côté entreprise, 26% des entreprises, on l'a vu, qui ont des difficultés de recrutement, et bien qui malgré le recruter autrement, malgré la formation, eh bien, 26 disent j'ai aussi, 3e élément, l'implantation, la distance qu'il y a entre l'implantation de mon entreprise et le lieu d'habitation des candidats potentiels. On en a terminé, on a certainement un petit peu dépassé parce qu'il est... Voilà, bon, c'est pas grave, on avait commencé en retard en même temps. Donc merci Anthony, merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. Les ressources sont à disposition. Un grand merci.